Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux stratégies marketing digital des cabinets d'avocats. Je suis Sophie Coindelot, je dirige l'activité avocat chez LexisNexis et j'aurai le plaisir d'animer cet échange. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, qui est indiqué avec les initiales Q et R. Et nos invités répondront aux questions à la fin de cette session. J'accueille pour débattre de ce vaste sujet et partager leur expérience trois représentants de cabinets d'avocats. Agnès Salfray, directrice marketing, communication et business développement du cabinet Allen Overy. Cyril Guignot, avocat associé du cabinet ACD. Et Nicolas Moureau, directeur stratégie et développement du cabinet Lex Avoué. Nous traversons encore une crise exceptionnelle par sa nature et ses répercussions sur l'économie, qui a induit, pour les cabinets d'avocats comme pour les entreprises, une pression sur les coûts et conduit souvent à des coupes budgétaires pour préserver la marge. Dans ce contexte, la tentation peut être grande de réduire les budgets marketing, mais on sait bien que les économies à court terme qu'on réalise comme ça peuvent être lourdes de conséquences pour l'avenir et les études réalisées par le passé, lors des crises qu'on a pu traverser, ont montré que les acteurs qui avaient réduit leur budget, parfois avaient perdu des parts de marché au profit de ceux qui les avaient maintenus. Une étude intéressante qui a été réalisée en 2020 par le cabinet de conseil Gartner auprès de 400 directeurs marketing de groupes américains indique que 73% ont prévu de concentrer leurs efforts sur les clients existants plutôt que d'aller chercher de nouveaux marchés, ce qui peut, dans le contexte d'une reprise, freiner la croissance de l'entreprise. Et l'étude explique aussi qu'il y a une tendance au surinvestissement dans le digital, une volonté de réinventer toutes les stratégies marketing, au risque parfois de perdre en efficacité et donc insiste sur la nécessité d'être sélectif. On sait que les règles du marketing s'appliquent aux cabinets d'avocats, avec bien sûr les particularités qui sont propres à leur activité réglementée soumise à une déontologie. Il y a une intensité concurrentielle croissante et les avocats doivent adopter les leviers du marketing digital pour renforcer leur marque, différencier leur offre et acquérir de nouveaux clients. Donc, la question est quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour relever ce défi et quel levier prioriser? Pour commencer, j'aimerais vous entendre sur la gestion de la crise. Et donc, ma première question serait comment avez-vous ajusté votre stratégie de marketing digital en 2020 pour répondre à cette situation inédite et qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné? Donc, Agnès, si vous voulez peut-être ouvrir la discussion sur cette question. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Effectivement, je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte. E&O fait partie de ces cabinets qui ont une structure de taille significative avec des stratégies marketing déployées aussi bien en France qu'à l'international depuis de nombreuses années. On parle de stratégies de marketing qui vont combiner aussi bien le offline et le online et donc embarquer assez naturellement depuis assez longtemps maintenant, je dirais environ 10 ans, et de façon graduelle, selon les évolutions technologiques, tout ce qui est marketing digital. Donc, on va parler de site internet, on va parler de référencement, on va parler d'outils CRM, soutien à tout ça, on va parler des campagnes emailing, des réseaux sociaux, etc., pour répondre à des objectifs de visibilité, mais aussi de développement commercial, parce que ça reste le nerf de la guerre. En étant présent de façon stratégique, mais aussi un peu calculé, évidemment, auprès de nos cœurs de cible et de nos prescripteurs pour soit préparer à la prise de contact, soit favoriser l'inbound marketing, c'est-à-dire le flux entrant de demandes potentielles. Donc,
On avait, d'un point de vue marketing digital, avant Covid, un terrain de jeu déjà posé et expérimenté en la matière, mais dont les pratiques ont évolué à cause de la crise. Alors évidemment, la crise pour tout le monde, ça a voulu dire plus de présentiel, plus de relations physiques, et tout devait se faire online. Donc beaucoup ont tout misé sur le marketing digital. Donc nous, tout ça, il y avait déjà pas mal de choses en place, mais ce qu'on a remarqué, c'est que cela avait créé plus de proximité directe auprès de nos cibles, plus de personnalisation à travers des approches sur mesure et très souvent des approches qui étaient one to few, là où dans le passé on était plus sur des stratégies marketing très larges, plus de masse, et même quand on faisait des événements, très souvent on avait dans la salle beaucoup de monde. Là, ce sont nos avocats et nos associés qui se sont emparés d'un certain nombre de sujets et qui les ont marketés à travers des webinars, à travers des prises de contact individuelles auprès de leurs clients, à travers la mise en place de relations et sur mesure, vraiment adaptées aux problématiques clients, ce qui a permis de créer plein de petits événements, plein de petites occasions de prendre contact avec nos clients et du coup d'avoir des relations clients plus resserrées. Merci, merci Agnès. Cyril, quelle est l'approche du cabinet ACD? Oui, l'approche est un peu similaire. Alors, nous, déjà, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre invitation, Sophie. Nous, l'approche est un peu similaire, alors dans une moindre mesure, puisque nous sommes un cabinet d'avocats, on va dire, un peu plus familial. Nous sommes une cinquantaine au sein du cabinet. Et on s'est rendu compte, alors, on ne pouvait pas être prêt à ce qui s'est passé. Et je dirais, ce qui s'est passé en mars 2020 a été extrêmement violent. Moi, à titre personnel, je fais du droit du travail, donc vous imaginez le nombre de questions qui ont pu se poser immédiatement de la part de nos clients, et beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Une chose qui est importante, et pour reprendre ce que disait Agnès, ce qui est important, c'est que le socle soit là. C'est-à-dire qu'il était important que le cabinet, et c'était notre cas, soit prêt par ses outils informatiques, par son ERP, par son CRM, à pouvoir affronter effectivement une crise qu'on ne pouvait absolument pas imaginer. Il était important également qu'on soit prêt sur les outils technologiques qui sont aujourd'hui offerts, et je pense en premier lieu à la signature électronique, puisque on a continué à travailler. Il était important que les cabinets continuent à travailler, sauf que lorsque la poste fonctionne mal, lorsque le présentiel est compliqué à mettre en œuvre, eh bien, il est nécessaire de pallier effectivement à tout ça. Et on a beaucoup développé des outils sur lesquels nos clients étaient extrêmement réticents. Et je vais même un peu plus loin que les clients, c'est même les administrations qui étaient réticentes à ces utilisations, et on a effectivement beaucoup développé ça. On a beaucoup développé effectivement les systèmes de visioconférence et les échanges avec les clients de cette manière-là. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que les clients avaient un fort besoin d'avoir des webinaires et des visioconférences. Alors, cette fois-ci, pas forcément one-to-one, contrairement à ce que disait Agnès, mais effectivement sous forme d'échange de savoir-faire, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les DRH, les DAF avaient un vrai besoin de ne pas se sentir seuls avec ces questions et de mettre en place ça. Et je dirais les cabinets d'avocats, et ce fut notre cas, ont pu être un levier, je dirais un fil conducteur effectivement à ces échanges, et c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pendant cette crise. Et surtout, on s'est rendu compte que les gens sont devenus extrêmement adaptables. Là où vous aviez des clients qui ne voulaient absolument pas entendre parler d'échanges par vidéo, ça s'est fait également très très rapidement. Et puis le dernier point, je dirais, qui pour nous a été extrêmement important. Alors, je suis désolé, Sophie, vous êtes aussi éditeur de documentation, donc, et je suis tout à fait désolé par avance, mais on s'est rendu compte dans la cabinet d'avocats que beaucoup de questions se posaient, il y avait très très peu de réponses, et la documentation, je dirais, traditionnelle,
avaient énormément de retard. Alors c'est très bien, ils savent très très bien faire les choses. On reçoit tous beaucoup de newsletters, mais forcément dans cette situation où les ordonnances étaient publiées quasiment du jour pour le lendemain, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de retard. Et donc nous, on a beaucoup publié en prenant des positions, alors qui parfois étaient peut-être un petit peu risquées, hein, en faisant des analyses de texte en direct. Le journal officiel tombait le matin, on analysait le texte et souvent dans l'après-midi, on avait une petite newsletter qui était envoyée aux clients sur tel et tel point précis. Et ça, on s'est rendu compte que les clients étaient extrêmement demandeurs de cela, acceptaient l'erreur, c'est-à-dire qu'ils étaient en mesure d'accepter que l'analyse qui était faite en 2-3 heures d'un texte publié au journal officiel, on pouvait se tromper. Et ça a donné énormément de proximité et de chaleur. Et on s'est rendu compte qu'en dégainant rapidement, il y avait tellement de choses à lire que finalement, les clients ont eu tendance à plutôt lire ceux qui ont dégainé le plus rapidement au départ au mois de mars et ont continué à nous lire. Et on a beaucoup de clients qui encore aujourd'hui, hein, un an plus tard, nous remercient de cela et nous font encore le souvenir de tout ce qui a pu être fait à l'époque. Merci Cyril. Donc on entend quand même beaucoup chez tous les deux cette notion de proximité Ouais. avec le client qui, quelque part paradoxalement, à un moment où on ne peut plus se voir et encore renforcer. Nicolas, chez Nextavoué, c'est le même constat. Effectivement, je pense que je rejoins pas mal d'éléments que Agnès et Cyril ont mentionné. Et le point qui était important, et je pense que nos trois cabinets, même s'ils ont des tailles très différentes, étaient dans le même cas, c'est qu'on avait tous construit en amont, alors depuis plus ou moins longtemps, un socle marketing qui nous permettait d'être assez agile pour réagir à une situation un petit peu inédite. Alors, la différence, nous, Lexavoué, c'est effectivement donc déjà, merci à tous, merci à Sophie de nous avoir invités. J'ai oublié les petits remerciements d'usage et merci à tous de participer à ce webinaire. Effectivement, ce socle, il nous a vraiment permis de tout de suite proposer des choses. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand la crise sanitaire est arrivée, il y a toujours un peu deux postures quand on a des événements un peu impondérables et assez graves. C'est soit se lamenter, soit réinventer un peu la manière de faire les choses. Donc on s'est dit, bon, de toute façon, on est confronté à une situation un peu inédite, mais nous, on avait fait effectivement, comme Cyril et comme Agnès, un socle marketing fort, mais qui était encore très malléable, dans le sens où moi, je suis arrivé il y a 2 ans chez Lexavoué pour justement recréer un peu tout cet univers stratégie, marketing, développement. Donc on était déjà en train de réinventer pas mal de choses dans notre manière de faire. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, il y a une crise très forte, on va vraiment réfléchir et repartir du besoin client, de quoi nos clients ont besoin dans le cadre de cette crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc c'est vraiment repartir vraiment de cette posture un peu, ce qu'on appelle en marketing, customer centric. Et surtout, nous, ce qu'on avait besoin, c'était de recréer du lien avec eux, parce que peut-être contrairement aux 2 autres cabinets, nous, on a été vraiment très impactés par la fermeture des juridictions. C'est-à-dire qu'on avait du jour au lendemain beaucoup moins de dossiers, puisqu'on est quand même dans du contentieux, surtout en procédure d'appel. Du jour au lendemain, le volume de dossiers a diminué. Donc, on avait moins d'interactions naturellement avec nos clients sur les dossiers. Donc, il fallait vraiment recréer du lien. Et en se disant, mais voilà, on va recréer du lien, mais pas pour leur dire on est là. C'était plus pour leur dire de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période difficile. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 besoins. C'était être rassuré sur le fait qu'on allait continuer à être à leur côté. Et c'était ce que disait aussi très justement Cyril, c'était d'être accompagné dans cette crise sanitaire, cette période juridiquement protégée qui avait finalement beaucoup d'impacts procéduraux, beaucoup d'impacts sur leur dossier. Et on s'est dit, bon, comment à partir de ce constat, comment on peut les rassurer, comment on peut les accompagner. Donc, on a un peu établi 3 prérequis. On s'est dit, OK, on va mettre à profit notre expertise pour vraiment apporter des réponses pratiques et de manière très agile. Et ce que disait Cyril, un décret sort, du coup, on essaie de le commenter. Et il y avait finalement, effectivement, une forme de bienveillance. Et nous, on était très humbles en proposant ces contenus, mais il y avait une forme de bienveillance du public on savait voilà, on marchait tous, on apprenait tous en marchant dans cette crise et qu'on pouvait vraiment apporter un peu dans l'urgence des réponses. Le faire de manière un peu, alors je rejoins aussi ce que disait Agnès, de manière un peu pro bono, c'est-à-dire on voulait vraiment montrer qu'on n'était pas dans une approche pure commerciale dans ces périodes-là. On a tous besoin plus de s'entraider
et vraiment de développer quelque chose en disant, voilà, on est à vos côtés, on est vos partenaires, c'est une situation difficile, on va se relever ensemble, on va la traverser ensemble, avec bien sûr l'objectif derrière, c'était de maintenir le lien, de renforcer la confiance avec les clients, de maintenir vraiment cette relation pour que derrière, au moment où ça reparte, effectivement, cette confiance, elle soit toujours là et que naturellement, les dossiers repartent. Donc, on était vraiment dans cette posture, ce dont Agnès parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'inbound marketing, c'était vraiment donner du contenu à haute valeur ajoutée gratuitement, sans rien demander en retour, pour maintenir cette confiance et pour que naturellement les clients reviennent quand les dossiers repartiraient. Et troisième enjeu, le faire à distance, puisqu'on ne pouvait plus se voir. Donc nous, on a fait tout ça en 3 étapes. On a d'abord rassuré les clients. Donc, dès le jour du confinement ou le lendemain, on a fait plusieurs mailings, des mailings assez personnalisés en fonction des clients pour leur dire on est toujours là, les cabinets fonctionnent. Oui, les juridictions semblent s'arrêter, mais nous, on suit, on conclut, on fait tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'était le premier point. Vraiment, on est là. Le deuxième point, c'était, comme l'a fait Cyril, c'était produire du contenu pratique très rapidement. Donc, dans nos newsletters, alors nous, beaucoup sur les sujets procéduraux, sur les sujets de délai, sur tous ces sujets-là, dans nos newsletters, dans le blog coronavirus du Club des juristes, multiplier vraiment les vecteurs dans les revues LexisNexis. On était vraiment là, on a vraiment essayé d'apporter notre pierre à l'édifice pour apporter des réponses concrètes. Et on avait des demandes, on sentait vraiment que cette période juridiquement protégée, les décrets s'accumulaient, se contredisaient du jour au lendemain. Il y avait une espèce de millefeuille qui se créait pendant cette période qui fait que plus personne ne s'y retrouvait. Et le troisième étage un peu de cette stratégie un peu agile et réactive d'accompagnement et de s'afficher comme vraiment un partenaire, on s'est dit, on était en train de réfléchir à créer des petits outils avec la techno pour un peu s'affirmer comme acteur innovant. Et du coup, on dit, voilà, arrêtons peut-être les projets qu'on est en train de faire à long terme et lançons peut-être en 2-3 semaines, un mois, un petit produit, une petite solution qui va aider nos clients. Du coup, on a lancé cette petite calculette sur notre site internet de délai Covid. En gros, vous mettiez votre date de départ de délai, la durée de votre délai, et automatiquement, de manière 100% fiable, ça vous donnait le dernier jour de votre délai. Ce qui peut paraître simple comme ça, mais avec tous les décrets, on ne savait plus vraiment à un moment donné où on en était. Et on s'en est énormément servi, Nicolas. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on s'en est beaucoup servi. Ça me fait plaisir parce que ça a été, et vraiment, on a eu des échos ultra positifs. Je pense que c'est aujourd'hui l'opération marketing qui a eu le plus d'échos de l'Exavoué de ces dernières années. Ça a été, Cyril, vous faites partie des 25 000 utilisateurs et des 50 000 utilisations de ce petit outil qui était gratuit, et on ne demandait rien, c'est-à-dire on ne demandait pas de saisir une adresse email pour collecter, c'était vraiment pro bono, quoi. C'était, on sait que c'est un problème pour vous, voilà, on vous aide, et vraiment on a eu des échos très positifs, et là, oui, là maintenant forcément l'utilisation est bien moindre, mais je crois que la première semaine il y a eu 10 000 utilisations, ce qui, sur 70 000 avocats, c'était énorme, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc on s'est vraiment dit, cette posture vraiment assez naturelle, objective, on vous aide, on essaie vraiment d'être à vos côtés, par du contenu de qualité, et on ne demande rien en retour parce qu'on sait qu'on est partenaire et que de toute façon, quand ça reprendra, naturellement, on retravaillera ensemble. Ça, voilà. Et peut-être un deuxième point, et après, je céderai bien volontiers la parole. Donc, voilà, sur ce premier point, vraiment accompagner et dans une logique partenariale. Le deuxième point, c'est que nous, on avait aussi un centre de formation à destination des avocats qui marchait énormément au début de l'année 2020, parce qu'il y avait la réforme de la procédure civile. Du coup, on a énormément formé en présentiel en janvier, février. Et du jour au lendemain, toutes nos formations présentielles qui étaient complètes, on en a fait une le 16 mars à Strasbourg et le 23 mars à Rennes, on ne pouvait plus en faire. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé aussi coupé dans un élan de réussite, finalement, business, entre guillemets. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On annule. Et là, on s'est dit, non, de toute façon, même si on n'avait pas encore de recul sur la crise, combien de temps elle allait durer, est-ce que les gens allaient adhérer finalement à ce distanciel? On s'est dit, on n'a pas le choix. Tous les gens qui sont inscrits, on va leur proposer on fait la formation en distanciel au lieu de la faire en présentiel, on la maintient. Bien sûr, ceux qui ne veulent pas, on les rembourse, il n'y a pas de sujet, on n'était pas dans cette espèce de captation de clients. On dit, mais on y va et on voit ce que ça donne. Et on s'est rendu compte que finalement, nous, notre côté, les gens ont vraiment embrassé les gens n'avaient pas le choix et se sont dit, voilà, moi j'ai envie d'être formé, j'en ai besoin. Et je crois qu'on a gardé 90% des clients, c'est-à-dire que 90% des clients qui s'étaient inscrits à cette formation présentielle ont fait la formation le même jour en webinaire.
On s'est dit, bon, là, on a vraiment on a des gens qui sont appétents à ça, donc on va développer des webinaires, du e-learning, et vraiment surtout rassurer les clients pour leur dire, la qualité est la même. On n'a pas le choix, on va devoir se voir à distance, mais on a les outils, on est capable de vous fournir de la qualité à distance. Donc, c'était vraiment ces deux enjeux qui nous ont vraiment monopolisés en début de crise. Merci, merci Nicolas. Donc, effectivement, les webinaires, on a vu, hein, se sont beaucoup développés. Et d'ailleurs, vous les mentionnez tous les trois. Pas mal d'agilité. Il a fallu faire preuve d'agilité et puis d'accompagner donc les clients pour leur fournir toute l'information pour essayer de naviguer un peu en eau trouble. Donc, la reprise se profile. Voilà, on l'espère en tout cas. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour accompagner cette reprise et puis quelles sont vos priorités? Voilà. Donc, je m'adresse à Cyril en premier cette fois-ci. D'accord. Bah, écoutez, alors déjà, je vais décevoir un peu Nicolas, mais sur les 10 000 utilisations la première semaine qu'il a eu de son petit calculateur, j'ai dû en prendre à peu près 2000 à moi tout seul. Mais pas grave. donc voilà, mais effectivement, alors juste ce que vous ne savez pas, c'est que comme on a plutôt l'habitude, nous, au cabinet, de partager avec nos clients, sur votre petit calculateur, on a fait des copies d'écran et vis-à-vis des clients, en fait, on a envoyé à chacun de nos clients une copie d'écran qui venait de votre site, donc avec votre nom, hein, on a été très partageur là-dessus pour dire voilà où vous en êtes dans vos délais, donc rassurez-vous, soyez très à l'aise là-dessus. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a permis de diffuser votre marque de manière relativement importante. Pour répondre à votre question, Sophie, bah, je crois que il faut être dans la continuité de ce qu'on a fait. On a été dans cette période de 2020. Alors, nous, on a pris le parti de faire beaucoup de choses gratuites. Nicolas en parlait à l'instant. Donc, c'était vraiment quelque chose que l'on a fait. Tous les webinaires qu'on a pu organiser étaient gratuits. Toutes les newsletters, bien évidemment, étaient gratuites. Et on a fait énormément on a rendu énormément de services et de renseignements parce que forcément, quand vous faites un webinaire, les gens vous googlisent derrière, trouvent votre adresse mail assez rapidement, assez facilement. Moi, j'ai mon numéro de portable qui est sur le site internet du cabinet, donc je suis assez facilement trouvable et joignable. Et plutôt que d'aller faire des factures pour des petits renseignements, on a souhaité faire du gratuit. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ce gratuit a été, et qui était sans intention maligne derrière, hein, même si on sait que le nerf de la guerre, c'est quand même effectivement de récupérer des clients. On s'est rendu compte que ce gratuit, on se met et en ce moment, en 2021, on est en train d'engranger un peu la suite de toutes ces semailles. Et je dirais, on est vraiment dans le changement, dans la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces webinaires sont devenus payants et là où on ne faisait de la formation jusqu'à présent qu'en présentiel, on a une grosse activité de formation, eh bien, on a commencé à proposer effectivement de la formation à distance et on s'est rendu compte que ces choses-là pouvaient être payantes et que les clients étaient très, très réceptifs à ça. On s'est rendu compte aussi que c'était plus facile quelque part hein, d'organiser des formations de ce type-là et que les gens étaient extrêmement attentifs. Donc voilà vers quoi on est parti. Et puis, j'irai la poursuite de la stratégie digitale et aussi de développer de manière un peu plus importante certainement notre site internet et tous les outils qu'on peut avoir sur le site internet. On se rend compte aujourd'hui que le site internet des cabinets d'avocats est assez sous-estimé, c'est-à-dire que les avocats ont un peu l'impression que c'est une vitrine et puis qu'on n'apporte pas grand-chose d'autre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et j'irai sur plusieurs moyens. Le premier, c'est que d'une part, OK, certes, c'est une vitrine, mais le client ou le prospect, ou en tout cas à cause de client potentiel, il n'a que cette vitrine pour commencer à vous connaître. Donc, il est extrêmement important d'avoir un site internet qui soit soigné, qu'on ait envie effectivement d'aller vers cette personne-là. C'est un vrai vecteur effectivement d'information et il est important qu'il ne soit pas sous-estimé. Communiquer énormément sur les réseaux sociaux et se faire connaître, c'est une bonne chose, mais je pense que avant toute chose, comme on l'a dit depuis le début, il faut qu'on ait un socle qui soit clair. Le deuxième point qu'on essaye de développer, c'est l'extranet client. D'ailleurs, avec Lexis, on est en train de chercher à développer ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est important que le client
puisse avoir accès à son cabinet d'avocat 24 heures sur 24. Alors, on n'est peut-être pas tout le temps ouvert, mais effectivement, que le client puisse avoir cette sensation et que si à 3 heures ou 4 heures du matin, il se réveille en se disant: «Est-ce que j'ai pas raté un délai? Est-ce que mes conclusions sont bien là? Est-ce qu'il y a tout ça?» Eh ben, il peut être important effectivement que ce client puisse être rassuré et qu'il ait la sensation, même si on n'est pas ouvert en 24/24, qu'il ait cette sensation-là. Troisième point qu'on essaye de développer également, c'est un peu une sorte d'industrialisation des processus. On est en train de réfléchir à la mise en place d'assignations en justice qui peuvent être développées directement par le client, en fait, hein, tout simplement. Alors, le client ou le prospect, directement sur le site internet, notamment sur les actions en recouvrement de créances, hein, c'est très à la mode à l'heure actuelle, hein. Le PGE se terminant, il risque d'y avoir quelques petits soucis d'impayés. Donc, on est en train effectivement de développer ça. Là encore, dans une idée où si on fait travailler le client, bah, tout ce que le client fera et qu'on sera quitte de faire quelque part, eh bien, c'est plus intéressant pour lui parce que bah, il y a moins de travail d'avocat et je dirais le taux horaire qui est facturé par l'avocat est toujours plus élevé que ce que le client peut faire lui-même. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Et puis le dernier point sur lequel on est en cours de réflexion, alors ça c'est assez innovant chez les cabinets d'avocats, on en trouve partout dans la plupart des grands sites internet, mais pas trop chez les avocats, c'est le chatbot, qui peut être effectivement une bonne chose à mon sens, hein, puisque là encore, hein, il ne faut pas oublier qu'on a des clients qui vont et des prospects qui ont l'habitude d'aller sur des sites commerciaux, qui ont l'habitude de trouver des chatbots, et je pense que dans le cabinet d'avocats, on peut aussi développer ce genre d'outils. Alors, bien évidemment, on a une déontologie qui suppose qu'effectivement, on ne puisse pas rendre des conseils par le biais du chatbot, mais ne serait-ce que de dire au client ou au prospect qu'on est là et qu'on peut répondre à sa demande et en tout état de cause pendant les horaires d'ouverture, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc voilà, c'est un peu la continuité, c'est de se dire, on s'est beaucoup fait connaître, il faut capitaliser effectivement sur cette connaissance. Et effectivement, de tous les prospects qu'on a pu rencontrer en leur proposant des services gratuits, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, ça paye énormément et que j'échangeais avec des cabinets d'avocats concurrents et voisins qui, eux, ont eu une approche complètement différente, qui ont carrément fermé leur cabinet, enfin, qui n'étaient pas présents sur le terrain et qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont énormément de clients qui sont partis. Donc voilà, on était prêts. Les autres aussi, mais il était important effectivement d'occuper le terrain. C'est un peu ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire effectivement investir aujourd'hui pour récupérer le bénéfice et préparer l'après. Finalement, c'est ce que vous avez fait avec cet investissement en donnant du gratuit. Aujourd'hui, ça vous permet de maintenir et de développer vos parts de marché. Nicolas, chez Lex Avoué, comment ça s'organise? Bah, je rejoins déjà Cyril sur ce qu'il vient de dire, sur le fait qu'effectivement, on se rend compte, nous, depuis quelques mois, qu'on récolte vraiment les fruits de tout cet investissement qu'on a offert gratuitement aux clients et que naturellement, quand la machine a repris, les clients sont revenus, on a eu des nouveaux clients, on s'est vraiment rendu compte qu'on ne s'était pas trompé en investissant plutôt qu'en se réfugiant derrière un mur en attendant que la crise passe. Donc vraiment, notre réflexion elle est assez proche du cabinet ACD. Changement dans la continuité, c'est-à-dire du coup, on a tous appris pendant cette crise, même si on avait tous plus ou moins des principes marketing en tête qui fonctionnaient dans une situation classique. On a tous un peu appris en marchant parce que c'est la première crise de cette ampleur qu'on traversait. Donc l'idée, c'est de regarder ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis ce qui a marché, continuer à le développer. Donc nous, on a aujourd'hui trois initiatives, en tout cas, initiatives qu'on veut poursuivre. La première, c'est sur les outils. On parlait de la calculette devant le succès de ce petit outil. On en a lancé un autre en janvier, qui est une application mobile qui permet de déterminer quel est le tribunal compétent géographiquement, matériellement, en fonction d'une demande en justice donnée. Donc là, c'est différent, c'est une appli plus sur le long terme, puisque la calculette Covid, c'était vraiment une aide sur quelques mois. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut servir à long terme et qui fonctionne quasiment aussi bien que la calculatrice. Donc, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'utilisations aussi. Donc, ça, on est très content. On se dit, on veut
Alors, on trouve vraiment que cette manière de communiquer, elle est bonne, et en plus, elle coûte un peu d'argent, mais l'impact est tel que finalement, comparé à du marketing classique, d'acheter des pages de pub dans certains magazines qui font beaucoup ça, bah, finalement, quand on regarde le ROI, il est quand même assez en faveur de ces initiatives maison, surtout qu'on apprend en marchant, donc on les fait de plus en plus vite, on tombe de moins en moins dans les écueils, donc on pense que c'est vraiment complémentaire. Donc le premier point, c'est de continuer et peut-être de voir plus large, avec des éditeurs. Enfin, voilà, c'est de se dire comment on peut continuer à apporter notre pierre à l'édifice sur cette partie petits outils du quotidien. Le deuxième point, c'est les webinaires, clairement, c'est utiliser ce nouveau format qui est rentré dans les mœurs et qui est rentré dans le quotidien des gens. Donc, vraiment multiplier les formats, faire du gratuit, faire du payant, vraiment construire une offre finalement autour de tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment un enjeu assez fort. Et le troisième point, la conviction qu'on a, c'est qu'effectivement, on pense qu'il va y avoir une très forte reprise économique. Alors, dans le monde du droit, on n'est pas complètement relié à l'économie, mais quand même, ça va avoir beaucoup d'impact sur chacun en fonction des matières, mais ça aura des impacts sur les dossiers qu'on sera amené à traiter. En tout cas, il y a une ambiance aujourd'hui, je pense, de reprise où il va y avoir plein d'initiatives, où les gens vont avoir quand même envie de créer, d'inventer, etc. Et je rejoins ce que tu disais, Sophie, en début en introduction, c'est que l'écueil, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi et de multiplier les initiatives et ensuite un peu de se perdre en se disant bah, je fais des outils, je fais des webinaires, je fais des pubs. Enfin, l'enjeu, ça va être aussi de recadrer. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer, et Cyril le disait aussi un petit peu, un projet d'envergure en fin d'année où vraiment la reprise sera vraiment ancrée pour avoir vraiment une légitimité à prendre la parole. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais en tout cas, un projet autour de la refonte visuelle, de la refonte de notre site, de vraiment moderniser un peu tous ces outils, de les réaligner avec ce qu'on est devenu ces dernières années, pour vraiment prendre légitimement la parole et raconter une histoire et faire passer des messages au monde, au marché pour dire ce qu'on est. Donc, on a vraiment aussi cette volonté vraiment d'avoir un projet d'envergure en fin d'année autour de l'identité de l'ex-avoué, pour dire bah voilà, la crise a changé plein de choses, nous aussi on a évolué, voilà, comme on a évolué, notre image évolue et voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on est devenu. Donc je pense que ça va être aussi le moment d'avoir justement de pas tirer sur le frein et de plutôt aller sur l'accélérateur sur les projets un peu ambitieux de marketing. Super, un peu de teasing donc pour ce qui va arriver en fin d'année, d'après ce que j'entends. Agnès, chez Alan Aubry, quelle stratégie vous mettez en place? Alors, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est qu'on constate effectivement que pour l'ex-avoué et ACD, ça a vraiment été un accélérateur de marketing digital, là où nous, on avait déjà beaucoup de choses en place. Et du coup, on constate un peu un alignement des pratiques du marché. Donc, nous, on va évidemment continuer à produire des contenus, décrypter des contenus ou des points de droit ou de réglementation pour alimenter nos clients, prospects, prescripteurs. On va continuer à faire des événements en ligne, des webinars en France ou en connexion avec l'international. On peut aussi imaginer faire des choses, on va continuer à faire des choses sur des plateformes Europe ou à travers le monde. Mais ce que je voudrais de façon complémentaire apporter, parce que beaucoup de choses ont été évoquées par Nicolas et Cyril, c'est que on va essayer tactiquement de continuer à faire de nos avocats nos ambassadeurs et à les mobiliser au maximum pour qu'ils puissent porter la marque et ses expertises et qu'ils puissent du coup capitaliser sur tout ce qu'on fait ou tout ce qui est fait de façon digitale pour pouvoir s'emparer de ces contenus, mais aussi transformer ces campagnes, ces événements en prétexte à la prise de contact ou à l'ouverture d'une conversation avec un certain nombre de leurs clients pour que ça puisse continuer à alimenter cette proximité qu'ils ont créée
et que du coup, tout ce qui concerne le marketing et le marketing digital ne soit plus que une initiative portée par l'équipe marketing, BD et communication du cabinet avec l'implication de quelques avocats, mais que l'intégralité du cabinet puisse s'en emparer et fonction de l'actualité de ses clients, puisse pousser ses contenus toujours de façon personnalisée et plus on est nombreux à porter la bonne parole, plus commercialement derrière, c'est intéressant. Il y a cette volonté de rendre service, hein, on en a parlé tout à l'heure à la suite de la pandémie où tout le monde s'est un peu mobilisé puisque tous dans le même bateau, tous cette envie de se serrer les coudes et de s'apporter des contenus au bon moment, mais aussi toujours le nerf de la guerre, le business développement. Nous assurer qu'on est au rendez-vous par rapport aux attentes de nos clients et les accompagner au mieux dans leurs enjeux du quotidien. Un challenge autour de transformer ou continuer à transformer nos avocats en ambassadeurs de la marque et des expertises. Mais aussi leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Il y a quelques barrières parfois sur la possibilité de partager des contenus, quelques freins qui sont pas toujours, qui sont pas, voilà, qui sont pas toujours justifiés, hein. Il y a quelques habitudes qui ont été prises ou quelques craintes que certains peuvent avoir et qu'on peut aider à lever. Utiliser les réseaux sociaux pour partager de l'information, mais aussi à des fins de développement commercial pour construire son réseau, regarder ce que font les clients, les prospects, parce qu'il y a pas mal de communications aussi qui maintenant se font à travers ces réseaux-là. Important que tout le monde soit à la page au sein du cabinet sur l'utilisation principalement de LinkedIn, je dirais. Oui. Et vous, vous partagez des bonnes pratiques, vous donnez des guidelines On a développé avec l'équipe RH tout un module de formation dédié à nos senior associates qui s'appelle la BD Academy. Et donc, dans le cadre de la BD Academy, on a un module dédié à LinkedIn où on explique comment est-ce que je fais mon profil, comment est-ce que je constitue mon réseau, comment je m'en sers d'un point de vue business développement, comment je fais de la veille grâce à l'outil. Donc oui, il y a un certain nombre de guidelines, mais aussi un certain nombre de best practices qui sont partagées à ce moment-là. D'accord. On va, d'un point de vue contenu, hein, toujours conserver des événements. Alors, le côté hybride est aussi très intéressant. On a dans quelques pays du réseau des studios télé qui sont en train d'émerger pour aller encore un peu plus loin sur cette production de contenu. Où l'idée ne sera pas simplement d'avoir des intervenants comme un peu on le fait ce soir, mais d'aller plus loin avec un journaliste et de pouvoir inviter certains de nos clients et prospects à prendre la parole sur un panel de façon très professionnelle et, et- et avec une restitution plus en mode plateau télé. Pour compléter, sur des initiatives qui me paraissent prioritaires, c'est aussi d'être en mesure de mieux analyser les retombées de nos campagnes et le niveau d'engagement, et de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques en matière de suivi commercial sur tout ce qui tourne autour du marketing digital. Autant quand les gens se rencontrent en face-to-face, il était aussi important d'apprendre aux avocats comment est-ce qu'on fait du suivi commercial. Mais quand on n'a pas échangé une carte de visite, quand c'était très loin derrière un écran, est-ce qu'on peut prendre contact avec une personne qui était inscrite au webinaire ou qui s'était inscrite mais qui n'était pas venue, quelqu'un qui est intervenu sans jamais lui avoir adressé la parole, comment est-ce que tout ça s'organise. Donc ça fait aussi partie
des choses qui sont importantes de mettre en place. Voilà, donc pour moi, 2 piliers complémentaires à tout ce qui a été dit, sur continuer évidemment cette dynamique, de marketing digital, mais c'est vraiment mettre l'humain avocat au cœur de cette stratégie pour qu'il s'empare de nos sujets et puis, avoir ces analyses pour que, on a tous envie de faire plus, mais qu'on s'assure que, on va dans la bonne direction et qu'on exploite ce qui est fait, de façon optimale. Merci Agnès. Donc, marketing digital, affaire de tous dans le cabinet à la Novry. Alors, on arrive à la dernière partie de ce webinaire. Donc, une question peut-être un peu plus prospective. Je vous demander de vous projeter un peu au-delà de la période actuelle et de me dire comment est-ce que finalement vous voyez l'avenir et aussi quels sont les défis que vous pourriez souhaiter relever par rapport au marketing digital. Donc, je vais commencer par Nicolas pour répondre à cette dernière question. Alors, effectivement, ce que je vais essayer d'être assez court, mais ce que je dis est assez aligné avec tout ce que vient de dire Agnès, finalement, sur la partie avocat ambassadeur, etc. Nous, je pense que l'enjeu aujourd'hui principal pour 2022, pour les années à venir en termes de marketing, c'est un peu évangéliser tous les avocats Lex Avoué pour qu'eux-mêmes, derrière, aillent répandre un peu, comme le dit Agnès, cette bonne parole. Et voilà, aujourd'hui, en 2 ans, on a mis en place des choses au sein du cabinet Lex Avoué. Il y a toujours un groupe d'associés qui, effectivement, est plus sensible à ces sujets, et je pense que c'est pareil dans tous les cabinets, au marketing, etc., et qui s'en emparent et qui trouvent ça super, etc. Et il y en a d'autres qui sont très contents et qui trouvent ça très bien, mais qui n'arrivent pas à s'en saisir. Et peut-être on arrive moins à s'en saisir et à dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour participer un peu à cette stratégie marketing. Donc, l'enjeu, ça va être vraiment d'embarquer tout le monde dans cette dynamique marketing. Et, j'ai totale confiance pour le faire, mais pour ce faire, il faut qu'on ait aussi un petit peu, nous, de bande passante, les équipes marketing, développement, ce qui n'est pas toujours évident dans un cabinet de notre taille où on n'a pas une équipe dédiée large à ces sujets-là. Donc, l'enjeu, c'est plus l'enjeu humain au fait que tout le monde se saisisse des sujets pour qu'à la fois on puisse lancer de nouvelles initiatives et faire vivre celles qu'on a déjà lancées. Parce que typiquement, les petits outils qu'on lance, alors moins la calculette, mais l'application, il faut la faire vivre. Dès qu'il y a il y a des mises à jour, etc., il faut en parler. Il ne faut pas juste la lancer, puis après plus en parler pendant 1 an, sinon les gens l'utilisent 3 semaines et l'oublient. Donc, il y a vraiment un enjeu humain pour qu'il y ait une fertilisation un petit peu par tout le monde, que tout le monde participe. Et tout le monde a envie de le faire, mais comme le dit Agnès, il faut donner des outils aux avocats qui ont moins cette sensibilité, ce n'est pas leur métier à la base, pour le faire. Donc, nous, on a vraiment cet enjeu-là qu'on saisit à bras-le-corps. On est en train de réorganiser un peu le fonctionnement du cabinet sur ces sujets-là. Enfin, on est vraiment dans cette réflexion organisationnelle. Et le deuxième point, moi, la question que je me pose en prospective, ce n'est pas forcément pour 2022, mais c'est vraiment quel est l'avenir en fait des événements présentiels. Est-ce que tout le monde a envie de se retrouver comme en terrasse en ce moment où on voit que les terrasses, même quand il pleut, sont remplies, ou est-ce que les gens finalement nos clients vont trouver que le webinaire c'est confortable, ça prend moins de temps, on peut plus facilement paralyser des tâches, c'est un peu plus simple, etc. Donc, quel va être le bon degré de proposition d'événementiel plus classique, plus présentiel, versus du virtuel, et comment on va faire une sauce un peu hybride avec ça. Donc, nous, notre conviction, ce qu'on pense faire c'est qu'il faut vraiment animer l'année avec des grands rendez-vous présentiels, toujours un peu au même moment, pour que les gens aient un peu dans leur tête, ah oui, tiens, il y a la remise du prix de thèse Lex Avoué, il y a la grande formation du mois de juin où tout le monde se retrouve. Enfin, on a vraiment envie d'avoir peut-être un peu moins d'événements, mais plus marqués dans l'année, et un grand nombre d'événements virtuels qui peupleront le reste de l'année. Et là, on tente, puisque dès le 2 juillet, vers le 30 juin, on a plutôt la fin normalement de certaines contraintes sanitaires. Et nous, le 2 juillet, on fait une grande formation à la Couronne d'Amérique latine. Vous n'avez pas de temps.
avec le respect des gestes barrières et la remise de notre prix de test qu'on avait annulé l'année dernière et dont Nexis est partenaire. Donc, on se dit, voilà, on va tenter, on va voir si les gens renouent avec c'est un peu un test, sans enjeu, et derrière, ça va nous permettre d'affiner un peu quel va être l'avenir de tout ce qui est événementiel. Donc, moi, je pense que voilà, ce côté hybride va rester, et les gens ont quand même envie de se voir. Donc, voilà, je pense que on va aller dans ce sens-là. Et le troisième point, c'est vraiment, après avoir mis en place des initiatives un peu quick wins au sein du cabinet pour être prêt, quelle que soit la situation, à faire du marketing proprement, à vraiment être réactif. Ça va être vraiment tout autour de la visibilité du cabinet. Donc là, on travaille vraiment aussi là-dessus. Alors, c'est moins un enjeu crise, mais c'est un enjeu vraiment alors, l'ex-avoué a une bonne notoriété auprès des avocats, puisque le statut d'ancien avoué, etc., fait que. Mais on pense que c'est important de proposer des services plus larges, d'être vraiment dans une proposition de valeur plus large que ce qu'on fait aujourd'hui, mais toujours à destination des avocats. Et ça, il va falloir que les gens le sachent. Il va falloir qu'on n'ait pas que du savoir-faire et qu'on développe encore plus le faire savoir. Donc, il y a aussi cet enjeu de vraiment encore muscler la visibilité du cabinet pour qu'on comprenne que même si on s'appelle l'ex-avoué, on peut proposer aux avocats autre chose que ce que proposaient les avoués avant la suppression de la profession. Donc, et pour ça, la chance qu'on a, c'est que l'ex-avoué, c'est un cabinet vraiment d'entrepreneurs. C'est des avoués dont on a supprimé la profession. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil, soit on le slammente, soit on invente. Ils ont dit, on va inventer quelque chose. Donc, vraiment capitaliser là-dessus pour se projeter sur 2022, 2023, 2024. Voilà. C'est vraiment ça pour moi l'enjeu, c'est les événements hybrides et un peu voilà, la position du cabinet, que tout le monde comprenne vraiment ce qu'on fait et ce qu'on est devenu. Avec l'enjeu humain que j'entendais aussi. Et avec l'enjeu humain de mettre tout le monde à bord du vaisseau marketing et que ça va bien se passer. Très bien. Agnès, pour Alan Aubry, comment vous voyez les choses? Moi, je pense que le multicanal va rester clé dans le futur avec tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a un peu optimisé sur la partie marketing digital. Ça va rester. Mais on attend avec impatience la possibilité de pouvoir de retrouver nos interlocuteurs business sur des événements en présentiel. Et comme le disait Nicolas, je pense qu'on va être très attentif à la réponse que l'on va avoir de tous nos interlocuteurs. Est-ce qu'ils viendront? Est-ce qu'ils seront tous en télétravail et se seront habitués à du online? Du coup, il faudra qu'on revoie un peu notre stratégie. Mais la volonté, c'est vraiment de rééquilibrer entre le online et le offline et nous assurer qu'on remet en place les temps forts habituels de la grande réunion, grand événement client qui permet de les remercier, de la soirée avec nos anciens qui permet aussi de maintenir le lien, et puis de toute une série d'événements que l'on faisait sur des thématiques métiers ou auprès de grands comptes parce qu'on avait l'habitude de réunir avec des formats plus ou moins ludiques, entre guillemets, ou 100% business, un certain nombre de dirigeants de comptes clés ou d'autres comptes stratégiques, dirigeants ou middle management, avec lesquels on avait des relations commerciales déjà matures ou en cours de développement et qu'on a animé comme ça tout au long de l'année. Donc, je dirais que pour nous, ce qui va s'accélérer en 2022, c'est qu'on espère pouvoir rééquilibrer les choses pour remettre à l'agenda évidemment des événements hybrides, mais aussi des événements 100% présentiels. Et donc, le challenge va être de voir un peu quelle est l'appétence de tous ces contacts qui ont pris des habitudes sur les 12 à 18 derniers mois très différentes. Et il faudra qu'on soit assez vigilant pour pouvoir adapter notre feuille de route et pas rester trop longtemps à repousser certaines échéances. En termes de challenge, qui concerne plus le marketing digital,
on se rend compte que du coup, on a des approches quand même assez dispersées parce qu'elles sont pilotées par des petits groupes d'avocats. Et alors, soit elles se font, ou soit elles ont du mal à se faire parfois. Donc, vraiment piloter le niveau d'engagement, le niveau de suivi, le niveau de, professionnalisme marketing par rapport à toutes ces initiatives est aussi quelque chose d'important. Je parlais de faire de nos avocats des ambassadeurs, et comme le disait justement Nicolas, c'est quand même des techniques particulières qui s'apprennent. Donc le challenge, c'est en plus qu'ils soient ambassadeurs, qu'on puisse les équiper avec les meilleures méthodologies marketing et business développement pour qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art, et qu'ils mettent toutes les chances de leur côté de faire des choses très réussies avec le bon niveau d'impact. Merci. Donc, structurer l'approche voilà, pour que le suivi et l'exécution, finalement, soit au niveau des attentes. Cyril, pour terminer Ouais, cette question. je suis assez d'accord. Il faut qu'on trouve le bon curseur. Je dirais, on est un peu de l'intergénération, hein, dans ceux qui sont animateurs. Et chez nous, au cabinet, on a une génération qui nous précède, qui a beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, qui a eu beaucoup de mal avec cette période où il n'y avait pas de présentiel. Nous, on a des avocats seniors et parfois très seniors je dirais, qui ont un marketing de mondain, on va dire, ou je pourrais dire assez vulgairement un marketing de bistrot, donc qui ont plutôt l'habitude effectivement d'aller au contact des clients, d'échanger des cartes de visite. Et ces gens-là ont eu beaucoup de mal, hein, à continuer à travailler leur portefeuille de clientèle ou de prospects. Et tous ces gens-là, il faut leur apprendre effectivement, comme le disait Nicolas, à venir travailler sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vrai enjeu, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude, à partir du moment où ils attaquent un prospect, qui ont l'habitude d'avoir des retombées immédiates. Et on le sait très bien, les réseaux sociaux, il n'y a pas de retombées immédiates, il faut se faire connaître, il faut patiemment cultiver effectivement les personnes qui vous lisent. Et ça, il faut effectivement leur apprendre ça, et c'est très compliqué. Et puis à l'inverse, vous avez aussi la génération qui va nous suivre, qui est très très à l'aise effectivement avec ces outils, et à qui, à l'inverse, il faut qu'on leur apprenne à travailler comme nous on le souhaite aussi, parce qu'on a aussi des images vis-à-vis de nos clients à devoir respecter. Et il est vrai que eh bien, il ne faut pas que nos clients soient choqués par trop de communication qui serait trop directe, ou pas tout à fait en phase avec les images du cabinet. Donc ça, je pense que c'est un enjeu qui est très important sur 2022. Et puis au milieu de tout ça, alors Nicolas en parlait vraiment très, très, très discrètement, mais il y a aussi un autre enjeu qui est important, c'est le référencement. Et un autre dont on n'a pas parlé, c'est l'irréputation. Donc ça, je pense que ce sont deux enjeux qu'on devra avoir. Bien travailler, avoir un bon socle, mais surtout bien se faire référencer pour pouvoir apparaître assez rapidement, hein, comme quand on s'était rencontrés, je vous avais évoqué qu'il existe, paraît-il, une page 2 chez Google, mais celle-là, je ne la connais pas parce que j'y suis jamais allé, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est allé. Donc, comment on apparaît effectivement page 1 et comment on arrive à se faire référencer correctement. Et puis surtout, et il va falloir qu'on s'y habitue, hein, tous autant qu'on est, on prépare certainement nos vacances d'été. Donc, forcément, on va sur des sites hôteliers ou des sites de restauration, et forcément on aime bien lire les commentaires pour savoir si ça se passe bien, si l'hôtel est confortable, s'il n'est pas trop bruyant, s'il est bien placé, etc., etc. Ben, ça va être la même chose pour les cabinets d'avocats. Donc là encore, il faut qu'on se prépare et il faut qu'on s'attende à se faire noter par nos clients, hein. C'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais ça va être de manière un peu plus régulière. Et puis, il faut qu'on se prépare surtout parce qu'on est des Français, que les Français sont râleurs, à se faire mal noter par nos clients. Donc, il faudra qu'on puisse anticiper effectivement ce genre de choses. Donc, ça, je pense que c'est l'enjeu de demain pour les cabinets d'avocats, d'être prêts à ça. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous prêts effectivement à être bien référencés, à avoir une bonne réputation sur le net, mais je pense que c'est un enjeu qui est primordial. Merci. Est-ce que par rapport à ce dernier point qu'on vient d'aborder, vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas, Agnès, sur la question de l'irréputation? Deux mots, effectivement, je pense que
c'est pas évident aujourd'hui c'est pas dans l'ADN des avocats de se dire on va être noté par nos clients et tout le monde saura la note qu'ils ont mise. Puis en plus, on est sur enfin, c'est pas c'est difficilement aujourd'hui, ça met un peu de temps à être intégré. Donc nous, du coup, on porte aussi ce sujet. On a pris aussi un prestataire pour faire remonter nos fiches Google My Business pour vraiment qu'elles soient, parce que c'est aussi important que finalement la liste de résultats aujourd'hui quand on cherche un prestataire, et aussi pour collecter des avis de nos clients et pour répondre aux avis de nos clients. Donc, pour vraiment avoir un outil pour pouvoir répondre facilement aux avis, pour pouvoir en collecter, pour que, en se disant, toujours pareil, il vaut mieux ne pas subir et soi-même aller chercher les avis, soi-même construire sa réputation plutôt que d'attendre qu'on le fasse à notre place. Donc, je souscris totalement à ce que dit Cyril. C'est un sujet qu'il va falloir mûrir dans les cabinets d'avocats parce qu'il n'y a pas de raison, je pense, aujourd'hui enfin, il n'y a pas de raison que le sens de l'histoire va être que les gens vont noter tout, donc ils noteront aussi, ils le notent déjà, les avocats. Donc, oui, puis c'est la suite logique, sont les influenceurs, etc., etc. Hein. On est à un moment donné même si on est une profession libérale dans l'esprit, on reste une profession commerciale et forcément, on n'échappera pas et ça arrivera beaucoup plus vite qu'on l'imagine d'avoir certainement des influenceurs qui parleront d'avocats et effectivement de ces notes et de ces avis qui seront suivis. Agnès, votre point de vue? Oui, c'est un sujet important. Donc, bon, c'est vrai que quand on est dans une structure internationale de la taille d'ENO, on a la chance d'avoir une direction de la communication qui veille au grain au quotidien sur ces sujets d'e-reputation et qui met sous surveillance un certain nombre de critères. Mais il n'empêche que c'est un sujet, la satisfaction client, hein, si on tire le fil, est un sujet très important. On est resté sur les stratégies de marketing digital et c'est vrai que si on ouvre davantage, le client listening est aussi quelque chose d'important. Nous assurer de pouvoir déminer en amont des relations potentiellement conflictuelles ou des dossiers qui n'auraient pas fonctionné comme ils auraient pu ou dû fonctionner, ça reste des sujets importants. Donc on ouvre un peu là pour moi le champ de tout ce qui est fidélisation client, feedback, satisfaction, qui est un autre thème, mais qui est effectivement très important à gérer en amont. Et puis, une fois que l'information est sortie, est publique et en ligne, effectivement, il faut aussi savoir le gérer. Donc c'est des sujets importants et je rejoins le fait que je pense que les pratiques vont évoluer. Donc aujourd'hui, il y a tous les classements de la profession où les clients peuvent s'exprimer s'ils sont interrogés par les directories. Donc il y a une façon de noter et de classer les avocats qui existent déjà et auxquels les avocats sont habitués. Mais c'est vrai que d'avoir des commentaires sur des plateformes ou sur Google et d'avoir le nombre d'étoiles ou la note qui diminue, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Mais comme Nicolas et Cyril le disent à juste titre, le marché des cabinets d'avocats est un marché commercial comme un autre. Donc il n'y a pas de raison que les tendances classiques ne s'y appliquent pas. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vois que nous n'avons pas de questions du public, ce qui est la preuve que vous avez été parfaitement limpide et que vous avez anticipé toutes les questions. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour ces échanges très riches. Voilà, et puis je vous remercie tout le monde pour l'attention portée à ce sujet. Merci à vous, Sophie. Merci, Sophie. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.